Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Je suis un peu malade. Je suis un peu malade aujourd'hui. Je me suis réveillée avec un peu de tout et je sens que je suis pas au top. Mais ça va aller. Ça va aller. On va y arriver. Euh, ouais, j'ai une annonce déjà. J'ai une annonce super cool à vous faire. C'est Si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, l'épisode de la semaine dernière, vous avez vu qu'il y avait une question. Attends, je retrouve mes trucs. Il y avait une question d'une de mes clientes qui parlait de ses difficultés avec le lâcher prise, avec ce concept-là. Elle venait notamment de traverser une période intense avec plein de boulot où elle avait soumis son mémoire et elle se réjouissait à l'idée de passer un week-end, d'aller voyager pendant un week-end où elle allait recharger ses batteries. Hélas, son bébé est tombé malade, le week-end a été annulé, elle avait grave le seum et elle savait que la bonne chose à faire, ce serait de lâcher prise, se dire bon bah ok, le week-end enfin mon petit voyage, mon idée de voyage ne se passera pas, le week-end est un peu enfin les plans changent pour ce week-end, mais comment je peux faire pour en profiter quand même. Mais elle n'a pas réussi à faire ça. Elle s'est retrouvée à ruminer, elle a gâché un peu son temps libre, juste frustrée. Et c'est seulement une fois que le week-end était quasiment terminé qu'elle a réussi à lâcher prise, ce qui était du coup un petit peu tard. Donc elle m'avait demandé des conseils et elle avait même suggéré, si vous vous souvenez, de consacrer un mois à ce concept de lâcher prise, un peu comme je l'avais déjà fait les années précédentes avec le November Gratitude. Donc pendant tout le mois de novembre, sur Instagram, j'avais publié une story tous les jours avec une chose pour laquelle vous ressentez de la gratitude, juste pour nous encourager à remarquer ce genre de petites choses et illuminer un petit peu le mois de novembre un peu grisâtre, grisou, bref, gris. Et j'ai vachement bien aimé cette idée parce que je pense que beaucoup d'entre nous galérons avec le concept de lâcher prise. Du coup, j'ai décidé de bosser le week-end dernier sur un petit défi sur 2 semaines parce que du coup, le mois d'octobre est déjà bien entamé, mais je me dis 2 semaines, ce sera déjà pas mal si on arrive à le suivre. Et je l'ai appelé, et je suis super contente de mon hashtag, le Let Go October. Donc le lâcher prise, octobre, le mois du lâcher prise. Donc l'idée du défi, c'est qu'à partir de vendredi, pendant 14 jours, les 14 derniers jours d'octobre, je vais tous les jours publier, d'ailleurs je dis à partir de vendredi, mais quand vous écoutez ça, c'est à partir d'aujourd'hui, si vous l'écoutez le jour de la sortie du podcast. Donc à partir d'aujourd'hui, le vendredi, on est quel jour? Le vendredi 18 octobre, pendant 14 jours jusqu'à la fin du mois. Je vais publier tous les jours sur Instagram et sur Facebook des pistes de réflexion pour le journaling, des routines de yoga, des petits défis, des petites réflexions tout autour du thème de lâcher prise. Et si vous décidez de participer à ce défi avec moi, je vais vous encourager à faire des petits trucs à droite à gauche. Si vous y participez, je vais aussi vous donner la possibilité de gagner un mini programme Kickstart qui inclut un cours de yoga particulier et une semaine de soutien dans l'idée de lancer votre routine bien-être avant l'hiver. Donc, si vous voulez y participer, si vous voulez avoir la chance de gagner ce mini programme, vous pouvez simplement partager mes posts avec le hashtag Let Go October dans vos stories, ou bien me taguer dans vos propres stories. Pareil, Let Go sur le Let Go October, sur le thème de mon petit challenge. Donc, dans tous les cas, que vous participiez ou pas, enfin, que vous participiez avec des partages de story et tout ou pas, j'espère que ça vous inspirera, que ça vous fera du bien, que ça vous rendra un peu plus familier, un peu plus confortable avec ce concept de lâcher prise. Et voilà, c'est mon annonce cool du jour. Je suis super contente. J'ai passé pas mal d'heures dans le train à réfléchir à comment on allait pouvoir tourner ça. Et je pense que ça va être vachement chouette. Donc, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte d'avoir vos expériences. Et c'est ça qui rendrait le truc vraiment, vraiment sympa pour moi aussi. C'est d'avoir vos retours sur ces posts-là, sur les choses dont je vais parler et sur voir si ça vous aide, par exemple les routines de yoga ou les pistes de journaling, enfin même les réflexions en général ou les petits défis au quotidien.
savoir un peu, avoir vos retours, tout simplement, savoir ce que vous en pensez, si ça vous aide, si ça vous parle, si vous avez des questions qui viennent, des réflexions, voilà, partagez tout ça avec moi, avec vos followers sur Insta, Facebook, si vous voulez aussi, et on aura une belle discussion autour de ce thème et de ce concept assez, assez élusif, ça ne se dit pas en français, assez évasif, assez, je suis désolée, je ne sais plus parler français. C'est triste ce qui m'arrive. 12 ans de traduction et le français m'échappe. Avec ce concept pas évident, quoi, du lâcher prise. Bon, je vais passer aux questions. Alors, la première question. Aurais-tu des postures à me conseiller pour souffler et évacuer le stress qui me pourrit la vie en ce moment? Alors, c'est une question difficile parce que ça paraît bête comme ça, mais c'est pas le fait de se mettre dans une position en particulier qui va te permettre de souffler et d'évacuer ton stress, même si certaines postures s'y prêtent plus que d'autres. Donc, par exemple, pour quand même répondre à ta question avec des choses un peu concrètes, il y a des postures que je qualifie d'introspectives, comme la posture de l'enfant. Donc, quand on est assis sur les talons avec les genoux pliés, et puis on s'étire vers l'avant, on se penche vers l'avant, on a le front qui est près ou sur le sol et les bras étirés vers l'avant. Donc, cette posture de l'enfant, ou bien Paschimottanasana, qui est une posture où on est encore une fois assis, mais cette fois-ci, on a les jambes étirées, relativement tendues devant nous, et on se penche aussi vers l'avant. Donc, si on essaie de toucher ses orteils, ces deux postures-là, les genoux peuvent être pliés, hein, bien sûr, dans cette dernière. Ces deux postures-là, je les considère introspectives parce que c'est le genre de posture où on est penché vers l'avant, on est un peu replié sur soi-même. Et c'est assez doudou, c'est assez cocon, il y a ce genre, cette vibe-là dans la posture. Donc, j'aime beaucoup passer des longues minutes, du coup, dans ce genre de posture, dans une vision un peu yin, avec des postures qui sont pas intenses en termes de sensations, mais qu'on le tient pendant longtemps. Ou encore une posture comme ça que ça m'évoque, ce sera Viparita Karani. Donc là, pour Viparita, on est allongé sur le dos et on a les jambes en l'air qui sont en général appuyées contre un mur ou qu'on tient avec une sangle. Et comme c'est une inversion, ça déclenche la réponse de relaxation. Et c'est pareil, c'est une posture dans laquelle on peut rester 5-10 minutes sans problème. Et on a cette inversion, cet effet d'inversion qui nous calme nerveusement. Ou les postures que je préfère dans ce genre de moment, c'est toutes les postures d'équilibre. Donc encore avec un bonus si on fait un équilibre par exemple sur la tête, parce que du coup on a aussi l'effet de l'inversion. Mais ça peut être aussi une posture d'équilibre debout, comme l'arbre, très très classique. On tient en équilibre sur une jambe et l'autre, on pose l'autre pied contre cette jambe-là. Donc la posture de l'arbre, très très basique. Mais les postures d'équilibre en général, ça marche bien parce que on ne peut se focaliser que sur ça en fait, parce qu'on est en train de tenir en équilibre et qu'on veut pas tomber. On est un peu forcé d'être dans le moment présent. Et je trouve que c'est pas mal du coup pour forcer un peu la pleine conscience, être dans le moment présent et souffler et ne pas penser à tout ce qui nous tracasse pendant quelques instants. Parfois c'est tout ce qu'il faut pour décompresser un peu. Mais après, et c'est ce que je t'avais répondu aussi du coup dans ton check-in un peu plus personnellement, ça va dépendre des gens et des moments. Parce que parfois, quand j'ai beaucoup de stress, j'ai vachement envie d'une séance hyper dynamique qui va me challenger, qui va me forcer à me dépasser, à relâcher mon énergie nerveuse. J'ai envie de quelque chose où, ok, pour décompresser, j'ai besoin de relâcher de l'énergie. Mais souvent, j'ai plutôt envie de quelque chose de très doux, encore une fois, très cocon, très introspectif, avec plein de respirations douces, des étirements qui font du bien, ou voilà, où j'ai l'impression d'avoir reçu un massage avec ma pratique du yoga, parce que tous ces étirements, ça m'a délié un peu les muscles.
Et puis il y a ce côté ralentissement mental aussi créé par un rythme très lent de la séance avec des postures, comme je disais tout à l'heure, avec l'idée du yin, de rester longtemps dans chaque posture, d'avoir le temps de bien sentir les sensations, etc. Donc voilà, ça va dépendre. Dans tous les cas, il faut prendre le temps de s'écouter, de se chouchouter, de se tourner vers ce qu'on sait qui nous fait du bien. Et voilà. Et comme dit, ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc c'est ça qui est bien aussi avec le fait d'avoir le choix dans la bibliothèque de ressources dans mon appli, ou bien d'avoir un professeur particulier avec qui on peut discuter. On peut dire, ok, cette semaine, je me sens à bout, je suis au bout du rouleau, j'ai besoin de telle chose, et puis moi, je vous fais ça. Je fais ma petite popote, et puis j'essaye de suivre votre vibe du moment. Question suivante. Alors, pourquoi est-ce qu'on dort si mal quand on boit de l'alcool? J'en bois de moins en moins et ça me réussit de moins en moins. Maintenant, j'ai des palpitations la nuit si je bois 2 bières. Et ouais, l'alcool est super mauvais pour le sommeil, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que je sais que certaines personnes n'arrivent pas à s'endormir sans s'assommer avec de l'alcool, mais c'est exactement ce que ça fait, en fait, ça assomme. Et le sommeil ensuite est de très mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que l'alcool, c'est un hypnotique, c'est un dépresseur, donc il y a un effet anesthésiant. Et je sais pas si vous êtes déjà réveillé d'une anesthésie générale, mais moi oui. Et je me suis vraiment pas dit, ah, qu'est-ce que je me sens fraîche, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Et c'était vraiment pas du tout le mood. C'était l'horreur même. Enfin, mais après j'ai fait une particulièrement mauvaise réaction, mais bon, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de somnifères ou de drogue quelconque qui permet un endormissement naturel avec un sommeil de qualité naturelle. Malheureusement, ça n'existe pas encore. Ce qui s'en rapprocherait le plus, je pense, c'est la mélatonine, mais c'est encore pas tout à fait ça. En tout cas, si vous devez prendre quelque chose, la mélatonine, c'est certainement le truc le moins nocif. L'alcool, clairement pas une bonne idée, même si, comme dit, j'ai déjà connu des gens qui avaient besoin de boire une bouteille de vin tous les soirs pour s'endormir, sinon ils n'arrivaient pas à s'endormir. Mais c'est pas une bonne idée. Pour plein de raisons, l'alcool est mauvais pour plein de raisons, et en particulier pour le sommeil, c'est pas une bonne idée. Parce que le principal effet de l'alcool, c'est qu'il fragmente le sommeil. Même si on ne s'en rend pas compte, parce qu'on a tellement bu, mais on va se réveiller très très souvent quand on a bu de l'alcool. Il peut aussi causer des insomnies, ce qui fait qu'on se réveille au milieu de la nuit et on n'arrive plus à se rendormir. Et également, en plus de ça, il y a aussi un effet négatif sur le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est un sommeil profond, où là où on fait le plus de rêves. Donc, il va nous annuler en fait ce sommeil paradoxal. Il va avoir un effet néfaste dessus, ce qui fait que tous les bienfaits qu'on reçoit en termes de, par exemple, de consolidation des souvenirs, etc. Tous ces bienfaits qu'on obtient dans le réveil paradoxal, le sommeil paradoxal, on ne les a pas ou on les a moins. Sans compter, en plus de tout ça, la déshydratation causée par l'alcool, qui fait que on ne se réveille pas frais et qu'on a mal au crâne. Donc voilà, c'est vraiment pas une bonne idée. J'avais même vu que les effets de l'alcool sur le sommeil se retrouvent pas seulement dans l'alcool. Si vous, par exemple, vous buvez un verre d'alcool ou quelques verres d'alcool, il n'y a pas de dose minimale bénéfique. Hein. Si vous buvez de l'alcool le lundi, ça va pas seulement avoir une influence sur votre sommeil du lundi au mardi, mais également du mardi au mercredi, du mercredi au jeudi. Donc, il me semblait que ça allait jusqu'à 3 jours comme ça, où on continuait d'avoir des dégâts sur le sommeil causés par l'alcool. Et c'est du coup, ça nous empêche de bien apprendre. Par exemple, si on est en période d'examen, on veut vraiment éviter de boire de l'alcool parce qu'on va beaucoup moins retenir les informations, etc. Voilà. Donc,
dans ton cas, j'imagine que si ça te réussit de moins en moins à mesure que tu en bois de moins en moins, c'est bon signe, en fait. C'est bon signe, c'est une bonne nouvelle. Ton corps n'est plus habitué à l'alcool. Il le considère de plus en plus comme le poison qu'il est. Euh, donc bien, c'est cool. C'est une bonne idée, c'est bien. Prends ça comme un truc positif, même si c'est pénible. Parce que c'est fun l'alcool. Promis, j'ai pas bu. C'est fun, virgule, l'alcool. J'en bois gaiement de temps en temps et je prône pas du tout une abstinence totale. Ce serait bien hypocrite de ma part. Mais quand j'en bois, c'est en connaissance de cause. Je sais que mon sommeil sera moins bon, que mes capacités cognitives et émotionnelles seront de fait affectées pendant quelques jours. Donc voilà, j'en bois avec modération. J'en bois très occasionnellement et puis jamais en grande quantité parce que ça me permet de profiter de l'effet d'euphorie, de légère désinhibition et un peu anxiolytique sur le moment en limitant les dégâts sur mon corps, mon sommeil et tout le reste. Voilà. Question suivante. Tu parles de la fatigue mentale dans un de tes podcasts. Je vérifie juste vite fait que ça enregistre toujours, c'est bon. Tu parles de la fatigue mentale dans un de tes podcasts. Ça m'a beaucoup parlé. Comment cultiver le repos mental au quotidien quand on vit à 100 à l'heure, ou en tout cas qu'on en a l'impression? Alors, le repos mental, c'est le pendant du repos physique, en quelque sorte. Bon, si vous avez, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je pense maintenant, il y a quelques mois, j'avais fait un podcast sur les 7 types de repos différents. Je vous encourage grandement à aller le consulter, à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous vous souvenez plus très bien de quels sont les 7 types de repos. Ça vaut le coup de se les remémorer et de refaire un petit peu le point sur sa vie quelques mois après. Ok, de quel type de repos est-ce que j'ai particulièrement besoin en ce moment? Comment je peux faire pour? Et donc, dans la liste, il me semble que j'avais fait ça. J'avais fait d'abord le repos physique parce que c'est le repos qu'on connaît mieux, le plus évident. Et ensuite, le repos mental. Quand on manque de repos mental, on peut se retrouver dans un état de stress, déjà de brouillard mental, de confusion, parce qu'on est épuisé mentalement. Et l'idée du repos mental, c'est qu'on est constamment en train d'intégrer des informations, de prendre des décisions, de résoudre des problèmes. Et dans notre travail notamment, on peut se retrouver constamment interrompu par des demandes entrantes, des requêtes à droite à gauche, des notifications, des mails, des choses à droite. Et on se retrouve à accorder de l'attention à la chose la plus récente, une notification, un appel, quoi que ce soit, au lieu de faire passer en priorité les choses les plus importantes ou les plus urgentes, ou bien le gros de notre travail, parce qu'on est juste en train de switcher d'une tâche à l'autre et en fonction des requêtes qu'on reçoit, machin. Et puis on se retrouve à faire plein de petits trucs et à devoir dépenser beaucoup d'énergie mentale pour passer d'une tâche à l'autre. Parce que c'est un point qui est un peu corollaire, c'est que on parle souvent de multitasking, je sais pas si en français on dit aussi multitasking, je pense, mais de multitâche quelque chose. euh, mais ça n'existe pas en fait le multitasking. C'est du multi-switching ou du switching rapide qu'on fait quand on multitask. C'est pas du tout. Personne n'est capable de faire deux choses à la fois. Non, notre cerveau n'est pas capable de faire ça en fait. Pour certaines personnes encore moins que d'autres. Mais quand on multitask, on est constamment en train de passer d'une tâche à l'autre de façon plus ou moins rapide. Et à chaque fois, en fait, qu'on passe d'une tâche à l'autre, il faut faire une sorte de reboot, de reset du cerveau qui fait qu'on perd de l'énergie, on perd du temps aussi à se remettre d'attaque, à se remettre à jour sur cette tâche, puis à se repasser sur celle-ci, et puis voilà. Donc ça prend beaucoup d'énergie. Donc, dans le cadre du travail, ou du multitasking en général, c'est toujours une bonne idée de privilégier des tâches, des plages de travail ininterrompues et d'allouer un temps pour traiter les requêtes entrantes. Oui. Donc, par exemple, je vais me dire, bon, ok, pendant 2 heures ou pendant 90 minutes, je vais me focus
me concentrer uniquement sur cette tâche qui est ma grosse tâche importante du jour. Et puis, je mets tout en do not disturb autour de moi, je me mets en ne pas déranger, pardon, je mets mon téléphone en mode avion, je ne sais pas, en tout cas, ou en mode occupé sur Teams, et puis voilà, j'ignore toutes les autres notifications pendant 90 minutes. Et à la fin de ces 90 minutes, ok, je vais m'allouer une demi-heure pour répondre aux messages, pour voilà, faire les petites choses à côté. Mais pouvoir, voilà, avoir ces temps de concentration sans cette distraction autour de nous, c'est super important pour privilégier notre énergie mentale. On peut aussi planifier ses journées en alternant les tâches qui demandent beaucoup de concentration et peut-être d'ailleurs commencer par ça si on sent qu'on a plus d'énergie et de concentration le matin. Et puis celles qui sont un peu plus reposantes, donc de l'admin qui nous demande pas beaucoup de ressources intellectuelles, par exemple, on va les alterner avec ça. Donc, on va faire une tâche, un gros morceau, et puis des petites tâches d'admin, et puis encore un gros morceau, et puis des petites tâches d'admin. Et voilà, pour respecter aussi un petit peu notre rythme de productivité et de repos. Et puis, bien sûr, prendre des pauses, évidemment. Évidemment, on veut prendre des pauses régulièrement. Je vous le disais encore la semaine dernière, c'est tellement fondamental. C'est pas un luxe. C'est pas un luxe. C'est pas quelque chose dont on peut se passer. C'est super important de prendre des moments où on se repose. On se repose tout simplement. On déconnecte un petit peu le cerveau. Donc, ça peut être aussi au quotidien, d'ailleurs, pas seulement au travail, mais avoir des petits moments de pleine conscience où on va juste donner un peu de repos, un moment de repos à notre esprit. Donc, on peut laisser notre esprit vagabonder, par exemple. On peut aller marcher un peu et puis sans téléphone, sans podcast, sans rien dans les oreilles, juste on laisse notre esprit vagabonder, on le laisse faire ce qu'il a un petit peu envie. Ça peut être de prendre des vraies pauses, en fait, de pas juste scroller sur son téléphone, mais de se permettre de décompresser un peu en faisant de la méditation, en faisant des exercices de respiration, en laissant encore une fois notre esprit vagabonder quelques minutes. Ça peut passer aussi par des passe-temps un peu créatifs où on n'est pas toujours en fait dans la résolution de problèmes. C'est ça l'idée en fait. L'idée c'est vraiment de prendre des moments tous les jours où on n'est pas dans la résolution de problèmes, on n'est pas dans la prise de décision, on n'est pas en train de process des informations. Au contraire, on laisse juste l'esprit se reposer et vagabonder et souffler. Voilà. C'est mon laïus sur le repos mental. Et bien sûr, comme dit, hein, il y en a 6 autres, dont le repos physique, mais il y en a encore plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à retourner à chercher 7 types de repos dans le podcast. Ça vous sera, j'en suis certaine, très bénéfique. Dernière question du jour, il me semble. J'observe que quand je suis fatiguée, j'ai mon cerveau qui revient en mode rumination sur une histoire qui m'a blessée par le passé et qui est désormais finie, mais la blessure est encore là. Quand je vais bien et je me sens connectée à moi, j'y pense plus. Au contraire, j'ai même de la gratitude pour tous les enseignements qu'elle m'a appris. Est-ce que ça t'arrive aussi de ruminer sur sur des trucs du passé quand t'es fatigué? Et si oui, qu'est-ce que tu mets en place pour ne pas te faire absorber par l'histoire dans ta tête? Ce n'est pas toujours facile de revenir à la présence et à l'ici et maintenant. J'ai l'impression de me faire kidnapper par mon cerveau. Help. Alors, quand je suis fatiguée, je suis insupportable. Donc oui, clairement. C'est pas pour rien que je vous incite autant à bien dormir. Je vois l'impact que le manque de sommeil a sur moi ou le manque de repos, quel qu'il soit, a sur moi. Je vous le dis, j'en suis victime également. J'en suis victime également. J'ai une tache sur mes lunettes. Excusez-moi, j'étais distraite. Donc oui, je rumine sur le présent, je rumine sur le plus ancien. Je suis plus émotive. Je suis clairement pas en état de raisonner. Clairement. C'est effectivement pas facile en fait de revenir à la présence parce que quand on est fatigué, notre cortex préfrontal, il est affaibli. Le cortex néocortex préfrontal, c'est le
la partie de notre cerveau qui raisonne, qui réfléchit, qui intellectualise, qui rationalise. Par contre, quand on est fatigué, il est du coup affaibli, il est un peu endormi. Et celui qui prend le relais, c'est le système limbique. Et le système limbique, c'est les émotions, c'est notre côté émotionnel, avec toutes nos rancœurs, avec tous nos regrets, nos craintes, nos insécurités. Donc, c'est comme tu dis, en fait, on est comme pris en otage par le cerveau. Et si d'ailleurs vous êtes comme moi, en proie parfois à des anxiétés, de l'anxiété assez forte, c'est vraiment ce sentiment de ne pas pouvoir contrôler ses propres pensées, de ne pas être maître en sa propre maison, de se sentir, comme tu dis, en otage, pris en otage avec ces pensées qui s'imposent à nous et dont on n'arrive pas à se dépêtrer, même si on sait qu'elles ne sont pas complètement rationnelles. En fait. Et c'est vraiment pas agréable. Le premier pas, le pas le plus important, c'est de savoir ce qui se passe. En fait, de savoir que on est comme ça, on réfléchit comme ça, on rumine comme ça, parce qu'on est fatigué. On n'en est pas juste victime, on sait, ok, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que je réfléchis à ça, c'est pour ça que je rumine. C'est pas rationnel, c'est pas moi, je ne m'identifie pas à ces pensées. C'est vraiment juste, voilà, mon cortex préfrontal qui est un petit peu affaibli, mon système limbique qui part un petit peu en live. C'est quelque chose de complètement physiologique, neurochimique, tout ce que vous voulez. Et c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas vrai. Je peux ne pas accorder de l'importance à ces pensées. J'ai un peu ça, peut-être que vous aussi, si vous avez un utérus, avec le SPM, avec le syndrome prémenstruel, ce qui fait que une semaine avant mes règles, d'un seul coup, je me réveille avec l'impression que je suis un échec, que rien ne va, que tout est dramatique, que je dois absolument tout changer à ma vie parce que je suis malheureuse. Et puis je me rends compte que au bout d'un moment, je me dis punaise, mais je vais vraiment pas bien aujourd'hui. Et puis je me dis mais au fait, j'en suis où dans mon cycle moi? Ah ok, d'accord, j'en suis là. Je peux me dire du coup ah bah c'est pour ça. Ok, bon bah inutile de me dramatiser, inutile de tout remettre en cause et de me noyer dans un pot de Ben Jerry's. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. C'est juste mon SPM. Et du coup, de savoir ce qui se passe, ça me permet de prendre un peu de distance avec mes propres pensées. Donc, c'est un petit peu la même chose quand on est fatigué. On se dit, OK, je suis pas rationnel, je suis fatigué. Ah, c'est bon. On sait que ça sert trop à rien de lutter. Le cerveau n'est pas capable de toute façon de raisonner correctement, donc on va juste devoir surfer sur la vague. Ça sert à rien de se dire non, bon, écoute, sois un petit peu, enfin, arrête de ruminer, oh là là, parce que le cerveau, il n'arrive pas en fait, il n'a pas les moyens pour. Et c'est pour ça aussi que je vous encourage toujours à dormir plus, à dormir mieux, à faire passer votre sommeil en priorité, parce que sinon on est complètement esclave de ces, j'allais dire de ces hormones, mais si, c'est aussi hormonal, j'imagine. Mais on est esclave de ces mécanismes du cerveau et c'est autant se donner tous les outils à notre disposition pour pouvoir raisonner en fait et pour pouvoir être maître en sa propre maison encore une fois. Donc quand ça arrive, en tout cas, si on n'a pas le choix, on est fatigué, ça arrive, hein, tout le monde, moi-même aujourd'hui, j'ai mal dormi parce que j'étais malade et puis en plus j'ai passé quelques jours dans ma famille et donc mes animaux étaient très heureux de me retrouver et donc ils m'ont fait savoir toute la nuit. Du coup voilà, je suis fatiguée, donc je sais que si jamais j'ai des pensées comme ça, je vais surfer sur la vague, je vais tâcher de dormir autant que possible, dès que possible, je vais me chouchouter un peu, je vais prendre soin de moi, je vais essayer aussi de ne pas trop m'écouter. Alors c'est rare que je vous dise de ne pas vous écouter, au contraire, mais quand on est fatigué ou qu'on est en SPM, ça va être les deux exceptions, je pense. Si vous êtes en SPM, si vous êtes fatigué, vous avez le droit, vous avez mon autorisation de ne pas vous écouter. Et aussi si vous avez faim d'ailleurs, parce que je suis aussi insupportable quand j'ai faim. Donc voilà, les trois exceptions. Ne vous écoutez pas quand vous avez faim, quand vous avez un manque de sommeil et quand
vous êtes en syndrome prémenstruel. Voilà. C'est mon mot de la fin pour aujourd'hui. Tout le reste du temps, écoutez-vous, prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine ou avec grand plaisir plutôt pour le défi Let Go October, le défi lâcher prise. J'espère vraiment que recevoir un petit peu de vos nouvelles à ce niveau-là, de voir vos stories, vos posts sur le sujet, de voir que vous participez au petit défi que je vais vous lancer et de voir comment ça vous inspire tout ça. Voilà. À la semaine prochaine avec plus de questions. N'hésitez pas à me les envoyer. Merci beaucoup pour ces super questions comme d'hab. Et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.